du numéro de Makers. Aujourd'hui, on est accueillis au Sacré-Cœur dans une start-up de e-commerce qui s'appelle Boutique Sénégal. Bon, let's go! Donc, bonjour à tous, je m'appelle Pape Sayer Gaye, plus connu sous le nom de Papis, et je suis le cofondateur de la plateforme Boutique Sénégal, qui est une plateforme de mise en relation entre les clients et les personnes qui font de la vente en ligne au Sénégal. Donc on est vraiment spécialisé dans le e-commerce, mais plus large, où on intègre dans notre e-commerce à nous les personnes qui font de la vente sur les réseaux sociaux, donc le social selling, et ceux qui font vraiment de la vente physique aussi, où on les accompagne dans la digitalisation. D'accord, donc comme je disais, Boutique Sénégal, c'est un annuaire de boutique en ligne où nous, on va vraiment être un pont direct entre le client et la boutique. Donc, on va supprimer tout ce qui va être les commissions, on va vraiment se placer comme un centre commercial digital. On va permettre aux boutiques en ligne de pouvoir ouvrir un espace sur Internet ou sur site qui va leur permettre de promouvoir leurs produits. Notre but, c'est vraiment de pouvoir permettre aux clients d'acheter le produit le moins cher possible. J'ai fait une partie de mes études en France, j'ai fait une partie de mes études au Sénégal. Donc j'ai un bac T2, donc normalement je devais faire de l'automatisation. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'automatisation de systèmes. Et donc j'ai un bac T2 en électricité, et ensuite j'ai continué avec une licence en électromécanique qui était normalement fait pour vraiment continuer sur l'automatisation, mais finalement avec nos cofondateurs, on a trouvé un projet qui nous tenait à cœur. Et après la fin de notre deuxième année, on a pu avoir la chance de pouvoir participer à un concours à l'époque et qui nous avait permis d'avoir un petit peu d'argent et de commencer à créer la structure. Et une fois qu'on a créé la structure, on a continué à se développer. Et chacun d'entre nous est parti se spécialiser dans ce qu'on pensait être le mieux, en fait, pour le développement de notre structure. Donc, moi, j'ai fait un master, j'ai fait un MBA en marketing digital, option entrepreneuriat, pour vraiment, après, pouvoir développer le business. On avait un autre qui s'appelait Ibrahim Mandiaye qui est parti se former dans tout ce qui est BI et Power BI et intelligence artificielle, mais axé sur la donnée. Pour vraiment, parce qu'on savait que justement avec Boutique Sénégal, on allait devoir avoir énormément de données à utiliser. Donc, il est parti se spécialiser sur ça. Et le troisième, qui était un développeur, on l'a un petit peu désaxé pour le mettre dans tout ce qui était dans la création de contenu et pour qu'il puisse vraiment être dans tout ce qui est autour du design et du web design. Donc, on s'est vraiment, par rapport à notre projet, on a essayé de voir un petit peu chacune des personnes, quel était son point fort. Et après, on est parti se former pour pouvoir développer notre projet. Je suis revenu, au début c'était pour voir. Je suis venu en vacances. Là, je suis venu pour voir et à un moment, moi je suis une personne qui était un petit peu blasée de la France. Je trouvais que il y avait ce côté où tu as grandi là-bas, tu as fait tous tes trucs là-bas, mais tu te sens pas chez toi. Donc c'est comme si tu étais toujours dans une confrontation en général. Donc
fallait se battre pour montrer que c'était toi le meilleur, fallait se battre pour créer quelque chose, et on te montrait toujours que finalement, tu es pas chez toi. Et j'étais venu en vacances, j'ai regardé, et je me suis dit, mais finalement, ce qu'on est en train de me montrer sur mon pays, dans les films, dans les radios, etc., c'est pas ce qui se passe. Typiquement, par exemple, si tu regardes la télé en France, tu vas voir que on va te montrer des cases, on va te montrer des villages qui sont très reculés, et tu vas penser que finalement c'est ça l'Afrique, alors que c'est pas ça. Donc en venant, moi j'ai été énormément surpris de voir déjà l'avancée du pays qu'on ne me montrait pas, et finalement j'ai décidé de rester ici pour 3 ans. Donc j'ai fait ma seconde, ma première, ma terminale. J'ai eu mon bac ici, et après je suis reparti. J'ai fait 2 mois et je pouvais plus. Je sentais c'est comme si j'étais étouffé. Moi, je pense parce que nous, on a commencé jeune, donc même étant en licence 2, on avait déjà commencé à faire de l'entrepreneuriat, parce qu'on pensait vraiment que un étudiant qui est en licence ou qui prépare son master, il faut pas qu'il s'attende à aller trouver du travail tout de suite. Il faut qu'il pense aussi un petit peu à créer quelque chose. Et cette chose-là, il va pouvoir recruter des personnes, essayer de créer toute une communauté autour de lui. Le but, c'était pas faire de l'entrepreneuriat juste pour en faire, mais c'est vraiment pour créer de la richesse, créer de la valeur et essayer de voir comment aider notre pays. C'était pas juste je fais de l'entrepreneuriat, c'est cool, mais c'était vraiment, on fait de l'entrepreneuriat et qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres et qu'est-ce qu'on peut apporter à notre communauté. Parce que si on peut rien apporter, c'est pas la peine de se lancer dedans et autant aller chercher un travail ou aller travailler dans une ONG ou autre. Mais on voulait vraiment créer quelque chose qui avait du sens déjà pour nous et du sens pour les autres. Du sens pour nous. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, il existait un seul modèle pour les e-commerçants. C'était d'aller mettre ses produits sur un site qui allait les vendre pour vous, mais qui allait jamais vous mettre en avant, vous, l'entrepreneur qui se trouvait derrière, avec souvent une commission derrière. Donc, ils prenaient vos produits, ils les vendaient, ils mettaient une commission de 10 ou 15% dessus. Ils pouvaient vendre, en fait, tout votre stock, mais vous, finalement, personne n'allait comprendre ce que vous êtes en train de réaliser. Vous n'allez pas vraiment pouvoir développer une marque. Vous allez être juste un revendeur parmi tant d'autres qui étaient sur une plateforme. Donc, nous, on voulait vraiment contourner tout ça et mettre en place un système où l'entrepreneur va pouvoir créer une marque, la promouvoir et vraiment, on voulait aussi bien promouvoir les produits qu'il vendait, mais aussi l'entrepreneur qui était derrière, parce que c'est lui en fait qui reste jusqu'à 2-3 heures du matin pour créer ses produits, pour les développer, créer une stratégie. Et on trouvait ça dommage qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là, qui se servaient un petit peu de tout ça sans finalement le mettre en avant. Donc voilà un petit peu l'essence de Boutique Sénégal et pourquoi on l'avait créé. C'était vraiment pour promouvoir les boutiques, mais aussi l'entrepreneur qui était derrière, parce que c'est des artisans, c'est des personnes comme vous et moi, et il y a vraiment un gros travail qui est fait derrière. Donc des fois, il faut le magnifier. Il y a un peu un choix. Je pense que c'est un domaine qui nous plaisait. C'est un domaine qui nous plaisait, et nous, on cherchait une niche. On cherchait une niche à exploiter et qui pouvait vraiment nous correspondre. Donc, on a senti en fait un manquement dans le e-commerce qui était parce que je pense au Sénégal tout le monde vend. Il y a vraiment énormément de gens qui vendent et il y a vraiment un manquement sur cette organisation là, le fait de pouvoir savoir qui vend quoi et où est-ce qu'on peut trouver justement le produit qu'on recherche. Et on voulait un petit peu essayer de structurer cet écosystème là et de voir comment l'aider vraiment à vraiment se mettre en place. Donc c'était un choix, je pense qu'il y a un peu de scolaire, mais je pense que c'était un choix personnel. Nous, notre but en fait, c'est vraiment d'accompagner au jour le jour les e-commerçants. Donc on va avoir une partie technique qui va elle s'occuper de vraiment le site internet, la plateforme, faire en sorte que tout marche et que tout soit OK pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients justement et de leurs clients. Après, vous allez avoir le service commercial qui, lui, est là pour vraiment aller recruter des boutiques, leur créer un compte, faire en sorte qu'ils actualisent leurs produits et vraiment faire tout le travail qui va être nécessaire pour que maintenant le client, quand il vienne sur le site, il puisse trouver des produits dont il a besoin. Après, on va avoir le dernier service, c'est le service de la communication qui, lui, est là pour booster, qui est présent sur les réseaux sociaux, qui est présent aussi à travers des blogs et à travers des activités qu'on organise pour vraiment booster tout ce qu'on est en train de faire, mais aussi créer un écosystème autour de nous.
Donc, ça va passer, par exemple, par des activités qu'on va organiser au bureau, comme des meet-up où on va vraiment inviter des boutiques à venir échanger sur des problématiques et on va essayer vraiment d'amener des spécialistes qui pourront peut-être leur donner des pistes de solutions pour pouvoir les aider dans leur business. Ou, comme actuellement, l'événement qu'on est en train de préparer sur nos boutiques, qui va être la rencontre des acteurs du e-commerce et on va vraiment essayer de ramener tout ce qui tourne en fait autour du e-commerce et faire en sorte que la boutique qui va venir participer à cette activité-là puisse parler justement avec tous les différents maillons de la chaîne et leur poser directement leurs problématiques. Donc lui amener une banque par exemple et lui poser vraiment les problématiques qu'il a parce que son business n'est pas le même finalement qu'une personne qui une grande entreprise ou une TPE. Donc les boutiques en ligne ont des problématiques spécifiques et il faudrait qu'on puisse justement leur trouver des partenaires qui puissent les aider à développer leur entreprise. En fait, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas tout faire et qu'il fallait se spécialiser sur quelque chose qui allait être notre niche. Donc, pour nous, actuellement, c'est la communication et tout ce qui se tourne autour, on va être sur des partenariats. Pour donner un exemple, un e-commerçant a besoin de communication, de livraison, de packaging, de transfert d'argent, c'est-à-dire pour récupérer son argent. Il a besoin d'un compte bancaire, il a besoin de créer une entreprise. Donc, et toutes ces choses qui tournent autour de lui, la formation, l'accompagnement, on ne peut pas tout faire. Donc, à un moment, il a fallu s'allier avec les bonnes personnes pour que justement, on puisse offrir un package 360 degrés, mais sans qu'on soit présent partout. Qu'on puisse en fait leur faciliter la vie dans toutes ces différentes étapes et justement pour pouvoir les aider au mieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est un entrepreneur, ce qu'il faut se dire, c'est que le premier levier de financement, c'est d'abord son client. Donc, c'est son client qui nous donne de l'argent. Donc, nous, par exemple, c'est nos boutiques. Et le but, en fait, c'est que ces boutiques-là, il faut qu'on puisse avoir une certaine relation de confiance avec elles, justement, pour qu'ils puissent renouveler leur offre, qu'ils puissent vraiment, parce que c'est eux qui nous permettent de vivre. Donc, nous, si on ne les accompagne pas, ou si on les appuie pas, ou si on fait des actions qui sont pas efficaces pour eux, donc, ils vont arrêter de souscrire à nos offres et finalement, on va plus exister. Donc, nous, d'abord, avant tout, notre premier client et la personne qui peut nous faire monter ou grandir, on dit d'abord que c'est notre client. Après, on a eu à travailler avec, on a eu à recevoir, mais ça c'était très longtemps, il y a très longtemps, on avait reçu un accompagnement d'1 million pour pouvoir créer la structure. Ça c'était en 2019. Après, on a eu à travailler avec un programme sur un prêt sur honneur. Je pense à l'époque c'était sur 5 millions. Et après le reste c'est vraiment des clients. On va dire que c'est une petite famille, on est 7 personnes, sans compter les équipes terrain, donc on peut être entre 10 et 15 personnes. Je pense qu'il y a un côté passion, mais il y a un côté business aussi, parce que dans toute passion, il faut aussi être un petit peu raisonnable et voir comment garder un équilibre. Trop de passion, c'est pas bon parce que finalement, vous êtes dans quelque chose où vous n'êtes pas viable. Et trop de business aussi, ça enlève un petit peu le cœur de ce que vous voulez faire, donc la vision, la mission de l'entreprise. Donc, il faut vraiment rester dans un équilibre où vous regardez la mission, vous regardez la vision, mais vous regardez aussi ce qui est périn et ce qui est durable. Parce que, comme vous avez dit, on a des personnes qui comptent sur nous, on a des collaborateurs, on a des gens qui reçoivent un salaire. Et il faudrait pas qu'on se mette dans des situations compliquées parce qu'on a trop suivi notre passion. Donc, il faut juste qu'on arrive à garder un équilibre pour pouvoir justement et respecter notre vision et notre mission qu'on s'est donnée, c'est-à-dire accompagner les e-commerçants, mais et aussi pouvoir travailler en confiance avec nos différents collaborateurs. Aujourd'hui, je pense qu'on est à un peu moins de 1000 boutiques référencées sur Boutique Sénégal. La particularité de Boutique Sénégal, c'est deux. C'est que on met en avant et le produit et l'entrepreneur et on fait de la mise en relation directe, c'est-à-dire qu'on n'est pas commissionnaire, on met en relation directement le produit la personne qui recherche un produit et la personne qui peut lui fournir. Donc, a priori, on est le moins cher possible. La deuxième particularité, c'est vraiment que nous,
on va se placer comme vraiment au-dessus même qu'un e-commerce. C'est-à-dire que le e-commerce n'est qu'une partie en fait de notre travail. On va vraiment essayer de fédérer une communauté. C'est-à-dire que il y aura la partie e-commerce où on va avoir le site, où on va être en mise en relation directe entre clients et boutiques, mais on va avoir tout ce qui va être côté événementiel, tout ce qui va être côté accompagnement, tout ce qui va être côté formation, tout ce qui va être côté vraiment mise en relation. Où par exemple actuellement on était en train de digitaliser on est en train de préparer un programme pour digitaliser les artisans qui se trouvent au niveau de Soumbédioune. Parce que depuis qu'il y a eu le pont en 2009, il n'y a plus personne qui passe justement dans ce village artisanal qui est en fait le fleuron de l'artisanat sénégalais. En fait, on est parti sur un modèle où on faisait du test and learn. Donc, on a commencé avec, je pense déjà le concept plaisait, parce qu'on a reçu nos 100 premières boutiques en à peine un mois. Donc, le concept plaisait, on avait fait une première version du site, qui était une version très minimaliste. Et avec ces 100 premiers clients-là, on a essayé de construire la suite. Donc, une fois qu'on a eu nos 100 premiers clients, on s'est assis, on a fait une réunion avec eux. Ils étaient une vingtaine à venir. On a fait vraiment une réunion où on essayait de parler justement des problématiques et sur quoi on devrait axer le truc. Et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on axe plus sur la boutique et le produit. Donc, on a fait une deuxième version qui nous a permis d'aller jusqu'à à peu près 500 boutiques. Et toujours, on a été en fait dans ce modèle-là où on essayait de parler au maximum avec nos clients pour leur donner en fait une solution dont ils avaient vraiment besoin. Notre première difficulté, c'est que quand on a commencé Boutique Sénégal, on a fait 6 mois et ça se passait super bien, mais on a eu un problème, c'est qu'on a eu le décès d'un de nos cofondateurs. Il s'appelait Abdoulaye Sonko et c'était le responsable technique. Donc il était un peu le directeur technique. Quand il est parti avec la moitié, on va dire, si c'est pas les 3/4 de tout ce qui était code, information, accès au serveur. Et on s'est retrouvé en fait avec 3/4 de notre travail qui avait disparu. Donc, avec l'aide de son frère, on avait pu justement essayer de récupérer une partie du travail qu'on avait eu, mais on a perdu une grande partie du travail qu'on a fait. Donc, ce qui a fait que les 6 mois après, nous déjà psychologiquement, on n'allait pas bien, donc on n'a vraiment pas travaillé, ou on a travaillé difficilement et on était plus à la recherche des informations qu'on avait fait et qu'il fallait qu'on récupère que plus sur travailler. On n'a jamais eu vraiment de problème d'accès au financement parce qu'on a toujours essayé de se financer nous-mêmes en essayant de satisfaire nos clients, en les accompagnant sur d'autres volets. Au début, on vendait des sites internet à d'autres clients, ce qui nous a permis en fait de financer directement notre activité. Et on a toujours été sur ce ping-pong-là en train de justement se financer par nos clients. Je me rappelle qu'on avait une phrase que nous disait un de nos mentors, c'était que le chemin le plus facile, c'est d'aller voir quelqu'un d'autre et de lui demander son argent. Mais dès que tu fais ça, en fait, tu perds ta mission et tu perds la valeur de base que tu veux donner. Parce que ta valeur, en fait, finalement, elle va se diffuser dans la valeur de la personne qui t'a apporté des sous. Et plus cette personne-là t'apporte beaucoup d'argent, et plus ta valeur principale, elle est diffusée. Donc, si tu veux garder une intégrité propre, il faut que tu puisses quelque part, à un moment ou à un autre, pouvoir te débrouiller tout seul. C'est le chemin le plus dur, mais c'est le chemin où, en tout cas, tu pourras garder une intégrité et tu pourras faire ce que tu veux. Ça prend juste un peu plus de temps. Moi, je dis, la plus grande difficulté qu'on a eue, c'était la perte de notre CTO. Après, il faut comprendre que l'argent, ça crée plus de problèmes que ça en règle. L'argent rend les gens feignants, l'argent rend les gens, je sais pas comment on dit buggés, mais en fait, ça te crée une atmosphère où tu n'es plus dynamique. Techniquement, si je gagne par exemple un marché de 10 millions et je l'intègre, je l'insuffle par exemple à la boutique, ça me crée quelque chose où, par exemple, les gens pensent que tout est déjà acquis. Tout est déjà acquis, qu'il n'y a pas, il ne faut pas se battre, il ne faut pas faire des choses. Alors, quand il n'y a pas d'argent, c'est là où, finalement, on fait bouger nos ménages, on essaie de trouver des solutions, on essaie de comprendre et on peut tester. L'argent rend flemmard. Pourquoi? C'est parce que quand on a de l'argent, il y a une rage en nous en fait qui diminue. Parce qu'en fait, quand tu as des choses à payer, des choses à faire et que tu sais que tu n'as pas d'argent, tu es obligé de travailler jusqu'à 23h minuit. Alors que si tu sais que tes problèmes finalement, tu n'en as pas, si tu veux, tu peux descendre à 17h. Et je pense que c'est la détermination en fait qui a joué sur ce côté-là.
pense au bout de un an et demi, 2 ans. Et même encore là, on est sur des pivots, mais au bout d'un an et demi, je pense on était en temps. Non, moi je pense que nous, notre principale motivation, déjà c'était de rendre fier la personne qui était partie. Ça, c'était l'une des plus grandes motivations qu'on a reçues. Et je pense qu'on n'en a pas eu une plus grande depuis là. La deuxième motivation, c'était qu'à un moment après, tu peux plus décevoir tes clients. C'est des personnes qui te font confiance, qui te payent pour un an. Et finalement, tu peux pas abandonner au bout de 6 mois ou 7 mois. Donc, tu es obligé de continuer et tu continues et finalement, tu marches, tu avances, tu avances, tu avances. Et même si c'est dur à des moments, le but, c'est de pas s'arrêter. C'est comme un bateau, en fait, un bateau qui est troué et soit tu avances et tu coules pas, soit tu t'arrêtes et tu coules. Parce que quand tu t'arrêtes, c'est là que l'eau vraiment commence à prendre, à prendre, à prendre. Mais tant que tu es en train d'avancer, c'est comme avec le vélo. Quand tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, tu arrives à avancer. Mais une fois que tu t'arrêtes, c'est soit tu tombes à gauche, soit tu tombes à droite. Ouais. En fait, on a eu énormément de... C'est-à-dire, moi, je suis une personne, je demande beaucoup. Donc, on a énormément de mentors, des mentors côté technique, des mentors côté communication, des mentors côté financier. Et à un moment, en fait, on avait accepté, surtout quand on avait commencé, d'être, on va dire, un petit peu en dessous d'autres personnes. C'est-à-dire d'aider d'autres personnes ou de faire des travaux peut-être gratuits, mais où on allait pouvoir justement gagner de l'expérience. Donc, et c'est ces personnes-là, après, quand on a besoin d'aide, c'est vers eux qu'on se tire. Et c'est eux, après, qui vont nous donner le petit conseil ou le petit truc qui va te permettre, en fait, d'avoir cette petite chose-là qui va te permettre d'avancer. Sachant que le mentor ne te conseille pas, mais il te demande juste il te pose les bonnes questions pour que tu puisses réfléchir. Donc, ça va être, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu n'as pas oublié? Mais jamais il va essayer vraiment de nous faire en fait ce qu'il veut qu'on fasse. Ça va être vraiment des questions, des questionnements qui vont nous poser, qui vont nous permettre de réfléchir et essayer de trouver une solution à ça. Je vois le e-commerce de demain comme en fait vraiment un secteur à part entière. Quand je dis un secteur à part entière, c'est des clients qui ont confiance justement aux e-commerçants et qu'on puisse arriver à des modèles ou même dans des pays occidentaux où même le client a tellement confiance qu'il est prêt à payer avant de recevoir son produit. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi les gens n'arrivent pas à faire ça? C'est parce qu'on a un manque de confiance au niveau justement de ce secteur-là. Il faut qu'on se batte pour ça. Et pour se battre pour ça, il faut que quelque part les différentes boutiques qui soient présentes ici puissent s'associer et créer des ponts entre eux pour que justement on puisse créer une communauté forte avec des acteurs de confiance. Une certification, un code qui permet que vraiment on puisse créer tout un écosystème autour et que toutes les personnes justement qui ne sont pas conformes à ces différentes choses qu'on voudra mettre en place, on ne les considérera pas comme des e-commerçants et justement ils ne feront pas du mal à la communauté. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de personnes qui se battent pour créer quelque chose, mais tu en as un qui va faire quelque chose de mauvais et ça va se retourner vers tout le monde. Donc tout le monde va être là, les e-commerçants c'est des voleurs, alors qu'il n'y en a que juste un seul qui a fait quelque chose de mal. Donc il faut vraiment qu'on arrive à structurer ce secteur et faire en sorte que toutes les personnes qui sont négatives ou en tout cas qui cherchent vraiment à le blesser ou à le nuire, qu'on puisse les écarter. Donc, mon mot de la fin, ça va axer sur plusieurs choses. Donc déjà, on ne peut pas tous être entrepreneurs, je pense. Et à un moment, c'est un choix personnel. Il faut savoir ce que vous voulez faire. Et vraiment, si vous vous lancez dans quelque chose, il faut aller jusqu'au bout des choses. Ça va être dur, ça va être compliqué, ça va pas être facile. Mais le but, en fait, c'est que vous soyez animé par une passion, un projet qui vous plaît, un projet qui vous donne envie, qui vous permet de vous lever à 3 heures du matin sans vous dire que, pourquoi je me réveille? Donc, il faut vraiment avoir cette flamme intérieure-là qui vous brûle en vous, qui va vous permettre que quand ça va être difficile, de pouvoir justement continuer à avancer. Maintenant, pour toutes les boutiques qui nous écoutent, rejoignez-nous parce qu'on pense vraiment que c'est grâce à l'union en fait des différentes boutiques en ligne qui seront présentes au Sénégal qu'on va créer vraiment le e-commerce de demain.